Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de la Q-Tech avec ce soir sur le plateau de Tech Co, Isabelle Bordry. Bonsoir Isabelle. Bonsoir François. Isabelle Bordry, fondatrice de Retency. Et si vous scrollez un petit peu sur sa page Wikipédia, vous retrouverez Yahoo. C'était à la grande époque évidemment du web et non pas du moteur de recherche, c'était un annuaire de recherche. Absolument. Yahoo, et d'ailleurs, on était très fiers de ne pas être un moteur de recherche. C'est vrai. Bon, après la fierté, c'est un peu... Absolument. Oui, parce que Google est arrivé. Le moteur est devenu plus intelligent que l'homme. C'est un vaste sujet, Exactement. un éternel recommencement. On pourrait en faire une émission entière, en fait, sur ce sujet. Et Microsoft avait voulu racheter en 2006 Yahoo pour 44 milliards. Exactement. Et Yahoo avait refusé. Et Yahoo avait refusé. Très mauvaise décision. Et flûte alors. Et je me souviens, on avait reçu à BFM TV Bill Gates la veille ou l'avant-veille de cette information. On avait fait, moi, sur le magazine 01, on avait fait notre une sur Bill Gates. Et heureusement, on avait mis je continuerai à vous étonner. Et donc, on a juste eu le temps, on a laissé la une et on a juste eu le temps de glisser un petit encart à l'intérieur. Attention, ils vont peut-être acheter Yahoo. Isabelle qui est avec nous, Jérôme Marin est avec nous aussi. Bonsoir Jérôme. Et bonne année, mon cher. Bonne année, mais oui. Fondateur de cafetech.fr, la newsletter auquel il faut s'abonner, Fred. On est abonné, on la reçoit. Montre-moi, je veux que tu me le prouves tout de suite. Donc cafetech.fr, allez-y. Franchement, vous ne le regretterez pas. Un condensé de l'actu-tech régulièrement, c'est tous les jours, hein, quasi. Ouais, quasi tous les jours. Ça m'arrive parfois de ne pas le faire tous les jours. Et puis Frédéric Simotel, bien évidemment. Salut Fred. Salut, je suis en train de chercher ta newsletter Café Tech. Ma newsletter de ce matin. Oui, il l'a reçue en 2023. Déjà la fin du métaverse, l'échec d'Insect. Non, ça c'était le 12. Oh là, pardon. Oh là, je retarde. C'était l'année dernière, ça. Ouais, non, je retarde. Comment s'embourber en direct sur la télévision et la radio. Du 10-12, du 9-12. Bon, alors, écoutez, plus sérieusement, peut-être que tu en parleras d'ailleurs dans ta newsletter. Cette news, quand même, importante. Ça fait un moment qu'on savait que Amazon voulait couper les ponts en quelque sorte avec sa maison mère américaine, bien pour essayer d'avoir un cloud européen souverain, en fait le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la sécurité des données qui restent en Europe et qui ne seraient pas accessibles par une quelconque autorité juridique américaine, et puis les services d'AWS, c'est-à-dire toute la couche logicielle et le savoir-faire et, comment dirais-je, la qualité, en fait, d'AWS. Eh bien, ça y est, c'est arrivé, c'est en Allemagne, on aurait bien voulu que ce soit chez nous, hein. Chez nous, on avait l'électricité, on avait les locaux, enfin, on avait pas tout, c'est l'Allemagne. Et les règles juridiques et les dispositifs pour installer tout ce qu'il faut pour installer du foncier et tout à fait. Les freins pour installer du foncier. Enfin bref, ne boudons pas notre plaisir, c'est quand même l'Europe. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Peut-être commencer par toi, Jérôme. Ça faisait un moment que Amazon expliquait qu'il voulait sortir vraiment ce cloud. Parce que le problème principal, c'est la sécurité des données. Et puis il y a ce fameux Cloud Act. Cette espèce d'épée de Damoclès qui, au-dessus, en fait, de toutes ces données européennes, parce que, rappelons-le, alors ça arrivera, c'est rarissime, mais un juge américain, pour une raison ou pour une autre, peut exiger qu'un provider, en l'occurrence AWS, mais ça peut être Google, Microsoft, etc., dévoile des informations confidentielles, parce que c'est comme ça, parce que c'est la loi. Et là, visiblement, avec cette entité juridique, on est protégé. Mais tu fais la moue, ouais, parce Jérôme. Que c'est pas aussi clair que ça, je pense. Ah là 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 là. Je sais même pas si est-ce que Fred est d'accord? On verra après. Non, mais et Isabelle aussi. Si Amazon là en parle, communique sur ça. Je pense que le Cloud Act s'applique toujours, parce que même si c'est une filiale européenne d'Amazon, ça reste une entreprise mère, la maison mère est toujours américaine. D'ailleurs, quand on parlera peut-être des clouds, ce qu'on appelle des clouds de confiance avec Google qui s'associe avec Thales, Microsoft qui s'associe avec Orange et Capgemini, même là, on ne sait pas trop si le Cloud Act s'applique ou pas. Après, comme tu l'as dit, comme le Cloud Act est rarement appliqué, donc on ne sait pas, il y a un flou juridique en fait. Mais techniquement, ça reste possible que le Cloud Act puisse un jour s'appliquer à l'offre européenne d'Amazon. Alors c'est ce qu'ils disent. Ils disent en fait que là-dessus, c'est pas fondé sur des engagements juridiques, mais eux garantissent que c'est fondé sur des engagements techniques. C'est-à-dire que on ne pourrait pas accéder. Mais quand on sait un peu comment ça fonctionne, les API, tout ça, voilà. Ouais, après, voilà, donc ça c'est une promesse. Après, sinon sur le fond,
ça fait, comme tu l'as dit, ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Il faut voir qu'en fait, Amazon a pris une stratégie différente de Google et de Microsoft, qui sont donc les deux gros concurrents. Microsoft, Google se sont associés avec donc, ce qu'on appelle le cloud de confiance en France, donc avec Thales, et d'un côté Orange, Capgemini de l'autre, avec des offres qui sont commercialisées par les entreprises françaises avec les services et les technologies américaines. Là, Amazon a décidé d'aller tout seul. Parce qu'ils disent si on fait tout seul, ça nous permet d'aller dans tous les pays d'un coup. Donc c'est en Allemagne, le centre de données est en Allemagne, mais il est accessible dans d'autres régions européennes. Donc voilà, c'est une stratégie un peu différente. Et après, la vraie question, c'est ce que veut dire souverain en fait. Est-ce que c'est souverain ou pas? Chacun se fera son avis de savoir si c'est souverain. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est difficile de considérer que c'est une offre souveraine, même s'il y a des employés européens et des data centers européens. Alors Amazon fait tout pour rassurer en disant écoutez, on est tellement déconnecté d'AWS que même si les serveurs d'AWS Monde ne fonctionnent plus, nous, on continuera à marcher en fait en toute autonomie. On coupe le lien. On coupe le lien et juridique et technologique. Juridique et technologique. Et je trouve que l'approche est vraiment intéressante à un moment donné où Trump prend de plus en plus de décisions à l'encontre des Européens. Donc je trouve déjà ça très courageux de la part d'AWS. Il faut voir effectivement jusqu'où ils peuvent aller. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils répondent, en tous les cas, dans leurs promesses, aux 3 points clés de la souveraineté. La première, c'est que les serveurs physiquement peuvent être saisis et donc les serveurs physiquement sont en Europe. Ensuite, ils expliquent qu'il y a une indépendance opérationnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, indépendance opérationnelle? Ça veut dire qu'effectivement, si un jour il y a une panne ou une coupure aux États-Unis, les serveurs en Europe sont censés continuer à avancer. Alors après, le diable est dans les détails. Si on n'est plus capable d'avoir des updates sur des logiciels absolument clés dans le fonctionnement des serveurs, on sera un peu isolé. Mais en tous les cas, ils garantissent qu'effectivement, s'il y a un sujet et un blocage aux États-Unis, l'Europe pourra continuer à avancer. Et puis, il y a le troisième point qui est l'indépendance juridique. Et c'est là où, effectivement, on peut se poser la réponse du cloud-out, mais où AWS explique qu'il y aura une incapacité, en tous les cas techniques, d'aller collecter ou de s'emparer des informations qu'il y a sur ces serveurs en Europe. Et ce que je trouve très intéressant, c'est la gouvernance qu'ils ont mis en place. Une gouvernance qui est en fait franco-allemande, avec un Allemand dont je ne veux pas écorcher le nom, qui est depuis maintenant une petite dizaine d'années, qui a un profil plutôt commercial, qui était chez SAP, Salesforce, et qui est maintenant rentré depuis quelques années chez AWS, donc il y a un profil très opérationnel, et un profil français, avec effectivement Israël, qui est un peu un grand commis de l'État, qui est un normalien, aérospatial. Profil rassurant. Profil complètement rassurant. Et donc en fait, AWS et Amazon, à un moment donné où effectivement les États-Unis et l'Europe sont quand même dans une confrontation permanente sur les données personnelles, la souveraineté cognitive, comme le disait tout à l'heure Pierre Louette, avec les IA, je trouve prend une position forte parce que je pense que l'Europe est un marché essentiel pour AWS. Et effectivement, en essayant de rechercher des chiffres, parce qu'ils ne sont pas très bavards sur ces aspects-là, AWS, et je pense que l'Europe est à 10 ou 20% du chiffre d'affaires d'AWS. Donc, c'est un marché extrêmement important pour eux, à préserver. Et je trouve que la démarche est vraiment intéressante. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout avec le cloud-out? L'avenir le dira. Mais en tous les cas, ils mettent toutes les chances de leur côté. Voilà, pour l'instant, c'est ça le problème, je pense, c'est qu'on n'a pas encore eu vraiment de cas où le Cloud Act a vraiment été enclenché, etc. Où là, on verra un jour surtout avec un Donald Trump, on peut dire peut-être avec d'autres présidents américains ou d'autres administrations, il y aurait pu avoir un côté de soft, de négociation. Là, avec Trump, on se dit que si un jour il y a un gros clash, il peut, on va voir comment ça peut se comporter. Là, ils mettent quand même pas mal de garanties. Hein. Il dit qu'il faut que les gens qui peuvent opérer donc ce European Sovereign Cloud, être citoyen de l'Union européenne, résident permanent dans l'UE et physiquement présent sur le territoire européen pour disposer des droits d'accès au système. Ils disent, ils s'engagent à respecter toute une série de certifications européennes. Alors, on n'est pas encore autour du SecNum Cloud qui est qui est purement français, hein, mais voilà. Puis on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, ils n'en sont pas encore là, mais même des opérateurs français, européens n'y sont pas. Et puis il dit que les équipes européennes disposeraient d'un accès indépendant à une copie du code source
nécessaires justement à faire fonctionner tout ça. Oui. Alors il faut savoir quand même que Amazon s'est posé la question en 2022. Ils avaient évoqué, certains avaient évoqué un rapprochement avec Atos, parce que comme ils avaient vu Google avec Thales, ils avaient vu Microsoft avec Capgemini et Orange Business, ils s'étaient dit tiens, nous peut-être qu'il nous faut le label un peu d'un acteur européen. Bon, Atos était quand même Atos était un peu fatigué quand même. Dans quelques difficultés un peu fragiles, donc du coup, alors je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils sont allés tout seuls, parce qu'ils auraient pu aller voir un Allemand, ils auraient pu aller voir, il y a T-System, il y a d'autres entreprises aussi assez costauds comme Atos, mais voilà. Là, après, moi, ce qui m'inquiète, non, c'est comme tout le monde, j'attends de voir un jour, c'est le Cloud Act, mais quand ils disent que techniquement, c'est pas la même chose. On a quand même des applications qui tournent sur ces clouds. On a ce qu'on appelle des API. Et là, pour moi, certaines dépendances techniques, des interactions avec des API, donc des interfaces de programmation, est-ce que territorialement, on peut les couper ? L'Internet se fout je n'en sais rien. Des frontières en général, non ? Mais bon, c'est pour ça que la gouvernance est très importante. C'est l'indépendance des hommes, au-delà de la technique, est très importante. Mais est-ce qu'on va avoir un service aussi robuste ? Parce que, alors moi je ne suis pas un spécialiste, mais j'imagine qu'AWS aujourd'hui a des redondances sur tous les continents, un peu partout, de toutes les données. Logique. Si jamais il y a un site qui brûle ou il y a des pannes, en fait, pour pas que les données soient perdues. Là, étant donné qu'on est quand même sur un pays... On a une grosse panne d'AWS, c'était avant. Oui, mais c'est juste pour quand ils appellent une région, ce qu'on appelle une région, c'est plusieurs data centers. Généralement, c'est 3 data centers. Mais est-ce que statistiquement, c'est aussi fiable qu'un service AWS traditionnel qui, lui, a des redondances un peu partout dans le monde, tu vois, c'est ça la question. Je pense que oui, parce qu'en fait, quand tu as la région France, tu as les 3 data centers, ou je ne sais pas combien ils en ont à Paris, mais voilà, donc il n'y a pas forcément moins de data centers pour faire des redondances. Après, il faut aussi dire que cette offre, elle sera réservée à des clients bien particuliers. C'est des clients qui ont besoin d'avoir un cloud souverain, c'est pas n'importe qui va aller... Oui, tu ne pourras pas aller stocker tes photos là-bas, quoi. C'est aucun intérêt, mais voilà. Mais donc en fait, je pense qu'il y aura beaucoup moins de clients aussi, il y aura beaucoup moins de trafic, ça sera sur des applications dédiées, soit du gouvernemental, soit des données sensibles. Donc, a priori, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de problème de ce côté-là. En tout cas. Et est-ce que ça va concurrencer en fait le AWS international ? Je pense que c'est un marché qui est différent en fait, et c'est pour ça qu'ils le font, et c'est pour ça que Google s'allie avec Thales, que Microsoft s'allie avec Orange et Capgemini. C'est vraiment pour les entreprises qui ont besoin d'avoir des clouds souverains. Et qui aujourd'hui n'ont pas de solution. Soit elles vont dans des clouds américains qui sont plus souverains, soit elles vont dans des clouds français ou européens qui ne sont pas forcément au niveau. Et donc là, c'est une troisième voie finalement où on dit on a le meilleur, on a la technologie américaine, la sécurité ou pas, ça on peut toujours en débattre, des données européennes. Et donc c'est vraiment ces clients-là qu'il faut aller chercher, c'est les gouvernements, c'est les banques. C'est incroyable que personne n'arrive à statuer sur ce fameux Cloud Act. Il y a toujours c'est une loi américaine. Ce flou, oui, non, mais d'accord, mais je pense qu'il n'y a pas des juristes qui peuvent dire écoutez, oui, vu la structure juridique de la société, etc. Voilà, oui, non. La difficulté, c'est ce qui peut se passer de manière non visible. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une capacité à rapatrier des données sans forcément que ça soit visible par les uns et par les autres ? Est-ce que c'est possible techniquement ? Rien n'est impossible techniquement, donc c'est forcément possible techniquement. La question, c'est... Ça a dû déjà se faire, d'ailleurs, je pense. Est-ce que ça se fait de manière régulière quand il y a des updates de Microsoft, même de vos PC ? Et qu'est-ce qui reste en Europe ? Est-ce qu'il y a de la formation qui remonte ? C'est très compliqué de le savoir et de le démêler. Donc, la prise de position aujourd'hui d'AWS, qui est de dire on s'engage à ce qu'il y ait une autonomie opérationnelle et une autonomie juridique, je trouve, est extrêmement forte. En tout cas, comme posture vis-à-vis du marché européen. Et puis, il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui font ce qu'on appelle soit des stratégies multi-cloud, soit des stratégies d'hybridation, avec ce qu'on appelle du cloud hybride, d'avoir un peu de cloud public, un peu de cloud privé, et sur différents opérateurs. Donc, aujourd'hui, le conseil qui est souvent donné aux entreprises, c'est ça. De ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Et en général, de plus en plus, même les grands comptes, les ETI, on voit bien, même si c'est que des hyperscalers américains, ils ont toujours deux fournisseurs. Jérôme, et juste pour ta question,
question pourquoi on ne sait pas comment fonctionne le Cloud Act, parce que le Cloud Act, il faut préciser, c'est une loi, donc un texte américain. Aux États-Unis, c'est souvent pas de la jurisprudence qui est faite. Donc c'est la justice qui décide comment on applique la loi. Et comme en plus c'est des choses qui sont généralement, j'imagine, secret défense, c'est pas des audiences publiques, on ne sait pas ce qui se passe en fait. Et peut-être qu'un juge dit, ben là, oui, ça s'applique. Peut-être que un autre juge pour le même dossier dira ça s'applique pas. Donc en fait, c'est au cas par cas. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ce flou juridique où on ne sait pas si ça s'applique ou pas. Voilà. Après, il y a une question sur laquelle que l'on peut se poser, c'est puisque ces services cloud sont toujours en train d'évoluer, il y a toujours des nouvelles fonctions de sécurité, de rapidité, de performance et tout ça. C'est de voir le jour où il y aurait un peu une scission, si un peu ça se frite un peu, est-ce qu'il y aurait le même niveau d'innovation qui sera accordé aux Européens avec ce cloud-là et est-ce qu'il pourrait bénéficier de la force des développeurs en fait, ça va être tout dépend du business que va faire cette entité. Si cette entité cartonne et qu'elle rapporte beaucoup d'argent, oui. Si ça rapporte pas beaucoup d'argent, ça va faire pchit, sans doute. Alors rappelez-vous de toute la polémique qu'il y avait eu sur le Health Data Hub. Oui, bien sûr. Où c'était vraiment c'était Microsoft qui. C'est toujours Microsoft d'ailleurs. Et en fait, les équipes de Health Data Hub avaient effectivement expliqué que pour avoir des softs à la hauteur du traitement qu'ils souhaitaient, ils étaient absolument nécessaires d'aller chez Microsoft. Donc ce type de proposition d'AWS pourrait rassurer ce type d'entité, tant à la capacité d'obtenir des softwares performants, mais aussi au respect du juridique. Dernière question, puis après on passe à autre chose. Est-ce que ça va donner des idées aux autres, aux Microsoft ? Parce qu'aujourd'hui, les systèmes un peu hybrides que Microsoft a mis en place, ou même Google, n'est pas équivalent, en fait, à ce cloud souverain. C'est équivalent en France, en fait. C'est équivalent en France, oui. Ouais, c'est équivalent en France. Le cloud de confiance, c'est... Oui. Après, parce qu'en fait, juste parce que le cloud de confiance, c'est quelque chose qui était lancé en France, en fait. C'était une initiative française. Donc, c'est pour ça que ça s'est développé en France. Et ils ne l'ont pas forcément fait ailleurs, mais ils peuvent très bien répliquer ce qu'ils ont fait en France ailleurs avec d'autres opérateurs. Après, ça donne ça donne un coup de marteau sur des initiatives comme Gaia X, qui devait être le cloud européen. Gaia X, là, je crois il est enterré où ? Dans quel cimetière ? Non, mais ça avance. Ça avance, c'est ce qu'ils disent, en tout cas. C'est ce qu'ils disent, oui. Mais ça fait combien d'années que ça avance ? Écoute. Après, le quantique sera prêt, je pense, quand Gaia X. Après, Gaia X, c'est pas un seul cloud. Non, bien sûr, c'est toute une. Bien sûr. Allez, on change de sujet pour nous intéresser à OpenAI, avec deux news concernant OpenAI. Dans un instant, on va parler de cette débauche sauvage qu'il y a dans le secteur de l'IA, mais auparavant, évoquer la capacité de calcul. Vous savez que OpenAI est une espèce de glouton de puces et de puissance de calcul, tant et si bien que Nvidia, ça ne leur suffit plus. Il faut qu'ils aillent sécuriser encore plus de puissance de calcul. Et là, c'est une information qui a été annoncée hier, je crois, ou aujourd'hui. En fait, OpenAI va acheter pour 10 milliards de dollars de puces auprès de Cerebras, qui est un concurrent de Nvidia qu'on ne connaît pas vraiment, qui n'est pas hyper connu, mais qui est visiblement, en tout cas, qui répond au cahier des charges d'OpenAI. 10 milliards encore, une ardoise supplémentaire pour OpenAI, histoire de sécuriser en fait ces puces dans cette guerre à la puissance de calcul, Jérôme. Ouais. Bon, 10 milliards pour OpenAI, c'est pas grand-chose. Mais je rigole, mais c'est vrai mais 10 milliards plus 10 milliards plus 10 milliards, quand tu vois que... On n'est pas en centaines de milliards. C'est clair. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai, en fait. Donc, Cerebras, c'est une start-up qui est assez vieille, finalement, mais qui a retrouvé un peu de poil de la bête avec l'IA. 2015. Voilà, donc ce qui est assez vieux, finalement. Oui, c'est vrai. Dans le monde de la tech. Dans le monde de la tech. 10 ans, et qui 11 ans. En fait, a ce qu'ils disent, ils ont un GPU qui est immense, avec 4000 transistors, qui est beaucoup plus puissant que ceux d'NVIDIA. Ils devaient rentrer en bourse en fin d'année dernière, ils ont repoussé l'entrée en bourse. Donc c'est quelque chose qu'ils ont encore à prouver, en fait, qui ils sont et ce qu'ils font. Et donc là, ça leur met vraiment un coup de pouce commercial de dire, voilà, on a OpenAI qui vient avec nous. Donc après, pour OpenAI... je ne sais même plus quoi dire, quoi. Enfin, ils ont tellement d'engagement pour acheter des milliards de puces et des milliards de capacités de calcul chez les clouds. Après, il y a une... On en est à 1400 milliards de dollars d'investissement, de promesses d'investissement de la part d'OpenAI, Fred. 1400 milliards. Et puis là, il y a quand même un choix. Enfin, ils mettent, évidemment, on l'a compris, pas tous leurs œufs dans le même panier, mais il faut voir aussi que Cerebras, par rapport à Nvidia, qui est concurrent, ils ont une conception différente. Nvidia, c'est des
des milliers de GPU qui travaillent, qui communiquent entre elles, et qui d'ailleurs consomment beaucoup d'énergie à communiquer entre elles. Cerebras, c'est une sorte d'énorme puce. Ils ont vraiment revu complètement l'architecture. Donc c'est pour ça qu'ils disent qu'eux sont beaucoup plus sains, plus performants, plus frugaux, en tout cas en énergie. Donc pour OpenAI, c'est pas mal. Ça, en termes de concurrence, ça vient aussi mettre un petit boost vous savez, ces derniers jours. On avait quand même nos amis de Google, de Microsoft, qui nous, on a des super TPU, nos composants sur lesquels on travaille pour l'inférence, notamment pas pour l'entraînement, mais pour l'inférence. Donc ça vient redonner aussi un petit coup. Faut quand même voir que dans tout ça, il y a beaucoup d'annonces marketing, beaucoup d'annonces de marché, beaucoup d'annonces pour. On parle à coups de milliards. On dit tiens là, je vais avoir encore plus de puces parce que je signe avec Cerebras. Au moment où Google disait nous, de toute façon, on a nos TPU, on les développe, elles sont super bien. On a Anthropic, qui dépend beaucoup d'AWS et donc de ces TPU. Enfin, voilà, il y a aussi tout ce jeu que quand on regarde un peu, quand on prend un peu de recul sur le marché, il y a les enjeux techniques, bien entendu, et les enjeux financiers, mais il y a tous ces enjeux aussi d'image, de dire, moi, je vais vers l'un, puis je donne un petit coup vers l'autre en disant à Google, regardez, moi, je reste pas, je suis en train d'améliorer tout ça. Alors, après, vous avez vu et puis là-dedans, il y a notre Mistral qui doit nouer des alliances. Oui, Mistral est client de Cerebras. Oui, Cerebras, oui. C'est intéressant parce que quand on regarde effectivement les clients de Cerebras, il y a non seulement Mistral, maintenant OpenAI, mais il y a aussi AstraZeneca, il y a aussi et donc on s'aperçoit que des gros laboratoires achètent eux aussi la puissance de calcul. Ouais. Et donc effectivement, l'IA transforme de nombreux secteurs et notamment celui de la santé. Et puis ce qui est intéressant avec Cerebras, on voit des images, c'est la taille des puces. Oui. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'aller au plus petit et là elles sont absolument gigantesques et ça montre effectivement une fois de plus que la loi de Moore a atteint un seuil parce qu'on n'arrive plus à mettre dans une puce, à doubler la capacité d'une puce, comme on le faisait tous les 18 mois. Oui, c'est vraiment une architecture. Et donc là, on est sur des puces absolument énormes, qui doivent avoir d'autres contraintes de rafraîchissement, etc. Mais donc, c'est une vraie techno différente sur le marché. Alors, je ne sais pas, juste une chose. Ouais. Vous avez vu quand même qui est l'un des actionnaires de Cerebras. Vous n'avez pas vu cette histoire? Alors là, je sèche. C'est Sam Altman. Et ça fait quand même un peu jaser, c'est-à-dire que, alors bon, sans doute que les spécialistes de la puissance de calcul se diront que finalement que OpenAI investisse 10 milliards dans Cerebras, c'est logique, ça n'a rien à voir. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait conflit d'intérêts quand même dans cette histoire-là? Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? Vous n'étiez pas au courant de cette histoire? Non, j'avais pas vu, ça m'avait échappé. Je sais pas. Après, pourquoi pas? Enfin, oui, mais après, on peut aussi imaginer que le board d'OpenAI, s'il est un tantinet indépendant, se penche sur ces questions-là aussi. Donc, après, est-ce que ça fait sens du côté business? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? C'est difficile à savoir. Voilà, il y a aussi Greg Brockman qui est aussi d'OpenAI. Qui est OpenAI. Tous les deux sont actionnaires en fait de Cerebras. Bon, après, Google a développé ses propres puces en interne. Oui, bien sûr. Donc en fait, après, il faut effectivement regarder tous les modèles. Après, il y a des sujets de conflit d'intérêts, mais après, le sujet, c'est un peu ce qui avait été dit il y a 6 mois, c'est-à-dire cette capacité d'OpenAI à investir en fait des milliards chez des partenaires qui réinvestissent après chez OpenAI. Donc ces investissements qui se croisent avec OpenAI au milieu, qui pouvaient laisser penser un peu à une pyramide de Ponzi. Voilà, l'avenir le dira. Après, si, parce que je pense que si on n'en a pas beaucoup entendu parler, c'est peut-être parce qu'il a investi au tout début de Cerebras. Alors ça ne veut pas dire qu'il a beaucoup d'argent, et peut-être que oui, il fait peut-être partie des business. Non, mais je pense qu'il a un droit, parce que dans les droits de vote et tout ça, enfin, il n'apparaît pas dans les documents, il y a tous les fidelity investment et tout ça. Oui, mais il est actionnaire de Cerebras. Maintenant, OpenAI investit 10 milliards, il va récolter les fruits de son investissement, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon. En tout cas, parce que il doit être plus intéressé dans l'actionnariat d'OpenAI que celui de Cerebras. Il n'est pas actionnaire d'OpenAI. Hein. C'est vrai. Ouais. Mais il doit avoir quand même des success fees significatifs. Je l'espère pour lui. C'est pour ça qu'on était surpris. Enfin, moi, j'étais surpris parce que j'ai regardé un peu leur fonds et il apparaît pas. Donc, soit il apparaît à travers un fonds,
Donc voilà, parce qu'il y a 5 ou 6 fonds qui sont dessus. Et auquel cas, et sinon moins cité de ça, c'est peut-être, voilà, il a une petite part où il est dans un fonds, parce que c'était au début une entreprise où voilà, il avait un peu d'argent, il faut oublier qu'il a quand même fait... Allez, je mets $10. Non, mais il était dans l'accélérateur, il était dans Y Combinator, qui était l'accélérateur. Donc bien sûr. Il les avait peut-être repérés aussi enfin voilà, à l'époque, autour de ça. Alors, on va faire une petite pause, parce qu'on va encore évoquer un autre dossier OpenAI qui est assez croustillant, c'est Sam Altman qui débauche en fait le CTO d'une boîte qui s'appelle Thinking Machine, qui a été créée il y a 1 an par une ex d'OpenAI. Là, on rentre dans le truc, vous allez voir, c'est presque une série Netflix, ce qu'on va vous raconter, donc vous restez avec nous. Ça fait un peu potin, vous allez voir. Bientôt 20h, petite pause, et on poursuit ce débrief de l'ActuTech avec Isabelle Bordry, Jérôme Marin et Frédéric Simotel. C'est Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Il est 20h pile, en ce jeudi soir, c'est Tech & Co, la quotidienne, merci d'être là. On débriefe l'ActuTech jusqu'à 20h30 avec ce soir sur le plateau de Tech & Co, Isabelle Bordry, Jérôme Marin et Frédéric Simotel. On poursuit l'actu. Premier acte OpenAI avec donc cette volonté pour l'équipe de Sam Altman d'investir encore 10 milliards dans une société spécialisée dans les puces. On l'évoquait il y a un instant, qui s'appelle Cerebras. Et autre actu, eh bien, ça continue le mercato des génies de l'IA. On se souvient que Mark Zuckerberg avait sorti des gros chèques, plusieurs centaines de millions de dollars pour certains, eh bien pour séduire en fait les têtes pensantes de l'IA, notamment d'OpenAI et puis d'autres boîtes aussi. Eh bien, cette fois-ci, c'est Sam Altman qui est allé chercher en fait des génies de l'IA dans une boîte qui s'appelle Thinking Machine, qui a été créée en fait par une certaine Nina Murati. Mira Murati, qui était en fait directrice technique d'OpenAI, qui est partie il y a un petit peu plus d'1 an, je crois, à l'époque où c'était un peu la pagaille, vous le savez, au sein de la direction d'OpenAI. Elle a monté cette boîte, ce laboratoire, et donc elle avait entraîné avec elle pas mal de personnalités de l'IA. D'ailleurs, à l'époque, ça avait fait grand bruit, parce qu'on s'était dit, que va-t-il rester de ChatGPT, puisque ces têtes pensantes sont en train de partir. Finalement, il n'y a pas trop eu d'impact, puisque ChatGPT continue à innover. Et donc là, Sam Altman a débauché le CTO de Thinking Machine. Et alors, le problème, c'est que Mira Murati n'est pas contente. Parce qu'elle dit que eh bien, ce CTO est parti avec des secrets industriels. Est-ce que vous avez un petit peu suivi cette histoire ? Oui. Alors juste, il faut préciser les 3 personnes que OpenAI a embauchées, c'est des anciennes OpenAI. Oui. Donc tu parlais de Mira Murati. Mira Murati, c'est la deuxième figure emblématique d'OpenAI. C'est la directrice technique. Souvent, on la voyait dans les vidéos présenter des choses. Et elle avait été, même si elle a toujours démenti, mais a priori, elle avait été parmi ceux qui avaient poussé pour que Sam Altman se fasse virer il y a, c'était quoi, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Il y a Subscriber. Finalement, elle a été revenue en arrière et puis elle était restée. Finalement, elle est partie. Elle est partie parce qu'elle ne pouvait plus rester avec cette petite casserole. Oui, c'est ça. Et puis elle a aussi levé 2 milliards de dollars sans avoir de produit, sans rien. Donc voilà. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que on voit que OpenAI, c'était un peu, on allait se servir chez OpenAI, mais ils ont pris conscience du problème. Ouais. Ils ont, par exemple, l'an dernier, ils ont inversé en stock option 1,5 million de dollars par employé en moyenne, ce qui est quand même assez énorme. Et donc, ils ont pris conscience du problème et ils commencent à réembaucher, de redevenir attractifs pour ces salariés, pour ces anciens salariés qui sont partis. Et c'est un mouvement important parce que voilà, c'est aussi un message qu'a envoyé à tous les gens qui travaillent dans l'IA, de dire voilà, il n'y a pas qu'on peut revenir chez OpenAI et vous êtes très bienvenus et puis on va vous chouchouter. Et votre œil est toujours là. Ce qui pose question, parce que tu le relevais tout à l'heure, cette femme il y a 6 mois, levé 2 milliards de dollars sur une valorisation de 10 ou de 12 milliards de dollars avec des investisseurs de premier plan, Andreessen Horowitz qui avait porté le fonds. Et en fait, c'est un business de people. Alors, c'est un business de financement parce qu'il faut acheter les fameuses puces dont on parlait tout à l'heure et les infrastructures nécessaires, mais c'est surtout un business de people. Et donc, ce qui est effectivement surprenant, c'est
la capacité de lever 2 milliards de dollars et de perdre 6 mois après 2 personnes absolument clés. Alors, je ne connais pas les contrats, mais c'est effectivement assez perturbant parce que je n'imagine pas qu'un Andersen Horowitz n'ait pas imposé des clauses extrêmement strictes aux employés de cette fameuse société dans laquelle il mettait 2 milliards de dollars. Et ces 2 employés s'appellent Barrett Zoff et Luc Zettelmoyer. Ouais. Voilà, et alors, ce sont 2 pontes de l'IA, visiblement. Absolument. Et alors, ils ont beaucoup publié, notamment un, et je suis allée regarder sur Google Scholar tout à l'heure les publications, et c'est absolument fascinant parce que ce sont des gens qui publient et qui sont ensuite immédiatement cités un nombre de fois sur Google Scholar. Vous pouvez tout de suite voir le nombre de fois sur lesquels ils sont cités. Et donc, ce dernier papier qui explique comment on peut, avec des hyper-paraméteurs, être plus performant et gagner en efficacité, a été cité 40 000 fois. Donc, c'est effectivement des personnalités extrêmement pointues. Et François, vous disiez tout à l'heure que OpenAI continuait à innover. Je pense qu'OpenAI est dans une situation très difficile. Je ne sais pas si vous avez testé Gemini 3. On a beaucoup critiqué Google ces derniers 18 mois en disant que Google perdait des parts de marché et n'avait pas suffisamment investi sur une IA. Gemini 3 balaye tous les autres, et notamment ChatGPT. Je trouve que ce n'est pas aussi évident que ça pour les utiliser, mais après, je l'utilise humblement. Mais... En termes de résultats et de pertinence, quand vous le testez sur des problèmes mathématiques ou du code, moi qui suis beaucoup entourée d'ingénieurs, la différence est absolument impressionnante. Et donc, je crois qu'il y a une espèce de prise de conscience côté OpenAI sur la qualité des talents. Et qu'il faut faire revenir les talents. Osama Al-Mal a déclaré le code d'alerte, l'alerte Red. Oui, c'est ça, il y avait le Red Alert. Et en disant, tous les projets annexes qu'on a, parce qu'ils ont tellement de projets annexes, il veut tout faire, Osama Al-Mal, dire, on va mettre ça un peu de côté et on va se recentrer sur ChatGPT, sur GPT, pour qu'on se remette à niveau. C'est vrai qu'on l'a peut-être un peu, parce qu'on était tellement fort et tellement beau, et que par rapport aux autres, qu'on l'a peut-être un peu négligé, parce qu'on s'est reposé sur ses lauriers. Et donc, ça fait aussi partie de ça, de embaucher des gens qui sont là pour mettre la main dans les cambouis et pour de redévelopper tout ça. Je pense qu'OpenAI est en danger et il ne faudrait pas, pour ceux qui se souviennent des années 2000, qu'OpenAI soit le Netscape du moment, c'est-à-dire la société absolument qui émerge quasi de rien, qui devient l'OS absolument leader et puis qui tout d'un coup disparaît parce qu'il y a des gros qui investissent et qui sont capables tout d'un coup d'avoir des produits absolument prodigieux. Qui avaient des pratiques anticoncurrentielles aussi, donc le paysage est un peu différent aujourd'hui. Rappelons aussi que Mira Murati, quand elle est partie pour créer Thinking Machines, elle disait, moi je veux une IA beaucoup plus éthique et tout ça, c'était son grand laïus autour de ça. Et qu'est-ce qu'elle voulait faire avec Thinking Machines ? Une espèce d'ersatz de ChatGPT ? Alors, ce qu'elle disait, une IA plus humaine, beaucoup plus humaine, plus éthique et tout ça. Tu vois, elle sortait un peu. C'est vrai qu'elle sortait de ce combat là avec toute la direction où tout le monde se disait allez, on va vers l'IA générale et on prend des infos partout et on entraîne. Enfin voilà. Souvenez-vous, quand ChatGPT est arrivé, c'est 3 mois après, on avait un moratoire mené par Elon Musk. On disait attention, ça va trop vite et tout ça. Elle faisait un peu partie des gens qui disaient attention, à tout cela. Après, ce que l'on voit aujourd'hui, moi ce qui me surprend, ce qui illustre un peu ces allers-retours de personnes, c'est que quand même, alors on a connu ça dans d'autres industries, mais je trouve que là ça va à une vitesse, les gens restent 6 mois là, 6 mois, ils bougent comme ça d'une entreprise à l'autre. Alors, et je pense que le salaire n'est pas forcément la seule motivation. Même si les chèques sont toujours importants. Je suis assez surpris parce que souvent on donne pas cette raison-là quand elle dit secret industriel. Il est parti avec des secrets industriels. Quelque part, ils partent tous avec des... Enfin, quand on a bossé 8 ans dans une entreprise chez Apple et qu'on va chez Google, on ne fait pas un Eras de sa mémoire en disant bon, j'arrive, j'ai juste un PC que je vais connecter, je ne me souviens plus trop de ce que j'ai fait avant. Enfin, tout le monde s'en va. Donc je pense que là aussi, il y a une petite information à ce niveau-là. Bon, ce n'est pas encore prouvé. On va voir s'il y a l'attaque juridiquement, tout ce genre de choses. Après, Barrett Zoff, ça faisait un moment, paraît-il, qu'il voulait revenir un peu, justement, il a peut-être moins cru au projet de Mira Murati, en revenant. Et qu'elle est une ingénieure d'où elle a bossé chez Tesla. Elle est albanaise d'origine, c'est une européenne. C'est pas, absolument. Elle est assez ambitieuse, certainement, mais c'est pas... Enfin voilà, elle a quand même la tête... mais effectivement, la question que ça pose, c'est
pourquoi ils reviennent vers OpenAI s'ils l'ont quitté avec tant de fracas. Et c'est peut-être aussi la nécessité de travailler avec des superpuissances de calcul. Et est-ce que, même si 2 milliards de dollars, c'est absolument énorme, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir courir dans la cour des grands? Et effectivement, je suis d'accord avec Frédéric, ce ne sont pas forcément... Alors oui, les salaires sont absolument énormes, mais ce sont des gens qui veulent changer le monde. Et donc, qui vont choisir la société dans laquelle ils vont véritablement changer le monde. Et donc, si le monde peut être changé par OpenAI et plus par des startups, c'est, je pense, aussi un sujet, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il va y avoir 2 ou 3 sociétés qui vont arriver à rassembler et coordonner les meilleurs talents du monde sur le sujet et qui vont créer de facto une... Et puis peut-être aussi qu'ils ne s'épanouissaient pas chez Thinking Machines. Mais dis-toi... On ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que Mira Murati n'est pas un bon manager et que... voilà. Quand tu discutes avec nos anciens là, qui ont monté leur boîte chez Dust, chez... ou Alexandre, avec Lebrun, avec... avec Nabla et puis maintenant avec Yann Lequin. Les Américains, ils ont aussi une idéologie. Tous ces gens-là, formés un peu à les mêmes écoles, qui ont tous bossé plus ou moins ensemble dans les mêmes labos, les mêmes universités, qui ont travaillé ensemble chez Google, puis chez Meta et tout ça. Eux, ils ont une idéologie autour de l'IA générale. Enfin, l'IA générale, ils sont obsédés, beaucoup sont obsédés par ça, et comme tu le dis, l'autre, elle était partie un peu, oui, une IA plus éthique, elle dit non, IA générale, on est à fond, et d'ailleurs, on voit un peu cette mentalité différente aujourd'hui par rapport aux Chinois, qui eux, sont beaucoup plus vers une IA plus industrielle, plus tournée vers la supply chain, vers la santé, ils investissent beaucoup plus, on voit leur avancée dans les véhicules autonomes, ils dispersent beaucoup plus, alors que les Américains, ils sont là pour dire, allez, nous, il faut puissance de calcul, il faut qu'on arrive à cette IA générale, et on l'a vu dans Yann Lequin quand il a quitté Meta, il l'a un peu dit aussi, il a dit on est en train de partir dans des voies qui m'intéressent moins, mais je pense qu'il y a pas mal aussi de tous ces cerveaux-là qui ont cette idée-là en tête, cette idéologie, et chez Thinking Machine ça marchait moins, je vais retourner chez OpenAI parce que là au moins j'ai les moyens, j'ai tout ce qu'il faut à portée de main pour continuer, pour aller vers cet objectif. Voilà pour cette news, et ce mercato on va dire des génies de l'IA n'est sans doute pas terminé. On risque d'avoir encore quelques news à commenter dans les semaines ou les mois qui viennent. Parlons maintenant de cette alerte de Microsoft. Le géant du logiciel prévient que la Chine avance plus vite qu'on ne le pensait dans l'intelligence artificielle. Et visiblement, les Américains qui se voyaient loin devant ont du souci à se faire. On écoute le reportage d'Erwan Morris et après, on revient sur ce plateau, bien sûr. Le président de Microsoft n'y va pas par 4 chemins. Dans un entretien au Financial Times, Brad Smith s'alarme des progrès rapides des intelligences artificielles chinoises. Subventionnées par Pékin et proposant des tarifs défiant toute concurrence, elles sont beaucoup plus vite adoptées. C'est le cas de DeepSeek qui avait secoué il y a quelques mois la Silicon Valley en assurant être capable de faire tourner des IA sans avoir besoin de grandes puissances de calcul. Selon Brad Smith, l'application est aujourd'hui en train d'inonder le marché africain où la Chine investit massivement, beaucoup moins cher que ChatGPT. Ces IA sont parfaitement adaptés aux pays en développement. Selon un rapport de Microsoft, DeepSeek détient déjà 17 et 18% de parts de marché au Zimbabwe et en Éthiopie, et des parts encore plus importantes dans les pays où la technologie américaine est soumise à des restrictions, comme à Cuba ou en Russie. Microsoft appelle à davantage d'investissements américains pour limiter le développement de l'influence chinoise. Voilà, au cas où on en doutait encore, la puissance technologique de la Chine. Et on revient avec Fred du CES de Las Vegas, et je peux vous dire que la Chine est là, et les avancées technologiques sont impressionnantes, avec aussi des petites anecdotes alors un peu tristes. Prenez par exemple iRobot, iRobot, qui était on va dire, le premier constructeur d'aspirateurs robots était américain. Eh bien, il vient de couler, et qui l'a racheté ? Une boîte chinoise. Voilà, qui était le constructeur. Alors qu'Amazon voulait les racheter. Alors qu'Amazon voulait les racheter, refusé. Mais effectivement, c'était refusé par l'Europe, je crois. Oui, voilà. Bon, bref. Et donc, en fait, la boîte qui avait créé l'aspirateur robot, qui est une boîte américaine, maintenant s'est fait engloutir par la boîte qui le fabriquait. Par la boîte qui le fabriquait. Et maintenant, tous les aspirateurs robots qui existent au monde
sont chinois. Voilà, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et on a même vu au CES un fabricant d'aspirateurs chinois, Dreamy, qui lui fabrique quoi ? Des voitures. Et quand tu vas discuter avec eux, tu dis bah oui, on avait les usines de fabrication. On se dit tiens, on va pas faire un modèle, on va élargir un peu la chaîne de production, les bras robotiques, on va les écarter un peu d'1 mètre ou 2, et hop, et ils ont sorti une voiture qui est c'est vraiment pas intéressant mal. parce que ça veut dire qu'effectivement la voiture électrique est beaucoup plus simple à faire et à produire qu'une voiture du moteur thermique. C'est une évidence, Isabelle. C'est la même chose qui fait. Évidemment. Le moteur thermique, c'était une tannée, en fait. Il fallait un vrai savoir-faire. Aujourd'hui, les moteurs électriques, vous achetez ça sur étagère. Les roues, les suspensions, les carrosseries, vous achetez ça sur étagère. En la Zouk, c'est tout petit, c'est un carré TGV avec 4 roues. Et puis la différenciation, c'est le soft, en fait. Mais aujourd'hui, même le soft, vous achetez tout sur étagère. Alors, est-ce que Microsoft a raison de s'inquiéter de la toute-puissance chinoise en matière d'IA, Jérôme ? Alors, toute puissance, je ne sais pas. Après, lui, ce que dit Microsoft, c'est... parce que nous, c'est vrai qu'on est dans le... On voit beaucoup les marchés occidentaux, on voit beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Europe. Et c'est vrai que les IA chinoises, on en a, mais elles ne sont pas aussi prépondérantes qu'ailleurs. Ce que dit Microsoft, c'est que quand vous allez dans d'autres pays, en Asie, en Afrique, mais là, c'est là où les IA chinoises ont beaucoup de parts de marché parce qu'elles sont gratuites, en fait. Elles sont en open source. Gratuites. Voilà, donc forcément, quand vous avez des modèles américains fermés, payants, qui coûtent cher, des modèles chinois qui sont gratuits et qui sont en open source, dans des pays où tu n'as pas de barrière réglementaire, en plus, allez, allons-y. Et puis de toute façon, et dans ces pays, que ce soit les États-Unis et la Chine, je pense qu'il n'y a pas non plus comme le même sentiment qu'on peut avoir en Occident sur la Chine. Donc, eux, ils vont au plus simple, au moins cher, et c'est pas... Ça, voilà, donc... Après, est-ce que Microsoft en parle, est-ce que Microsoft fait quelque chose pour changer les choses ? Je ne suis pas sûr non plus. Ils pourraient faire des modèles open source et ce n'est pas forcément le cas. Meta va arrêter de faire des modèles open source ou en tout cas va mettre plus de moyens sur les modèles fermés. Donc c'est aussi un choix. Je trouve que l'alerte DeepSeek là qu'on avait appelé l'alerte, non c'était pas Soyuz, c'était tu sais on avait alerté quand DeepSeek avait sorti son IA générative. son IA, Nvidia avait perdu. On avait appelé ça l'alerte un peu comme les Russes avec les Américains dans la course à l'espace. Ça m'en viendra. Mais aujourd'hui cette IA chinoise elle est plutôt étudiée dans les pays en développement, mais même quand tu discutes avec des développeurs en France. QuanAI, l'IA d'Alibaba, elle devient assez puissante, donc DeepSeek, ça continue. En plus, ils auraient réussi, on avait Yves Maître qui est sur ce plateau hier, qui connaît bien le marché chinois, et lui, il me dit qu'il a discuté avec certains Chinois qui disent que même l'architecture CUDA, qui est une architecture logicielle, qui est au-dessus des processeurs, qui permet, je schématise vraiment très vulgairement, qui permet de dialoguer les applications avec les GPU NVIDIA, ils disent que même les Chinois, ils ont réussi un peu à craquer ça et à avoir d'autres structures logicielles. Donc, du coup, on n'est pas étonné de voir que les gens utilisent, mais comme tu dis, open source, gratuit, pas de barrière réglementaire, on y va. Et même nous, en France, même aux États-Unis, il y a beaucoup de startups aux États-Unis qui sont sur DeepSeek, parce qu'ils prennent DeepSeek, ils le modifient, parce que comme c'est open source, mais leur base, c'est DeepSeek parce que c'est gratuit. Après, le risque, c'est qu'il y ait c'est si un jour il y a parce que pour l'instant, on ne parle pas de standards, chacun pousse un peu ses trucs, mais si on a des standards pour que tout le monde puisse communiquer, qu'on doit avoir des modèles d'architecture. C'est vrai que si les Chinois prennent de l'importance, là, on va moins rigoler parce qu'il n'y aura plus de Windows-like comme à l'époque. Et puis, il y a cette part de marché mondial dans un monde géopolitique où maintenant, il ne suffit pas d'avoir le port et de faire du commerce, mais il faut aussi déployer des soft skills pour être dans la vie quotidienne de tous les gens. Et effectivement, tout ce qui est infrastructure, de télécommunications. On avait parlé aussi des 5G à l'époque, on s'était un peu avec les Chinois qui, en fait, avec les antennes, on disait qu'ils écoutaient toute l'Europe et qu'il fallait faire attention. Le fait que les Chinois soient très présents en Afrique, maintenant, c'est depuis plusieurs décennies. Ils achetaient des terres, ils achetaient les ports, etc. Donc maintenant, qu'ils développent et qu'ils fassent en sorte, en fait, que leur infrastructure logicielle soit prise en main, je pense qu'effectivement, les Américains peuvent avoir, et le président de Microsoft l'a bien fait remarquer, il va y avoir des fractures clairement nord-sud. Et ce qu'évoquait tout à l'heure Pierre Louette, cette souveraineté cognitive, c'est-à-dire cette capacité par l'intermédiaire des technologies à faire passer des valeurs qui sont plus ou moins chinoises ou européennes, ça va devenir un vrai enjeu. Et puis la circulation des données aussi. Et la circulation des données avec ce qu'on évoquait tout à l'heure.
Voilà pour cette news. Il nous reste encore 10 minutes. J'aimerais qu'on aborde aussi deux autres actualités. Dans un instant, on va parler de Spotify. Mais auparavant, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas parlé d'Elon Musk ? Ouh là là, un petit peu quand même. Ça commence à dater. Il s'est un peu calmé, Elon Musk. Là, il est un peu caché dans l'un de ses bunkers. Mais il continue toujours à balancer ses tweets. Oui, ses tweets. On en parlait d'ailleurs hier, concernant le partenariat entre Apple et Google, vous savez, pour le futur Siri. Mais finalement, Elon Musk a fini par céder puisque Grok ne vous déshabillera plus sur X, parce que je vous rappelle quand même que c'était le truc un peu... on va dire, gênant de ce début d'année, Grok, en prenant une photo sur X, par exemple d'un jeune homme, d'une jeune fille, vous lui demandez de déshabiller cette personne, et hop là, vous aviez automatiquement une photo de cette même personne, de cette même photo, en fait, mais nue. Enfin, nue ou légèrement vêtue, on va dire. Effectivement, ça posait de gros problèmes, comme vous vous en doutez, et on se souvient que Elon Musk, à l'époque, avait pourtant opposé beaucoup de résistance à modérer cette IA, mais la pression internationale a eu raison de ses positions. Reportage d'Erwan Morris, et on revient juste après. Ambassadeur de l'anti-régulation, Elon Musk est finalement contraint de déposer les armes dans le dossier sensible de l'IA qui déshabille. La pression des autorités a fait plier le milliardaire libertarien avec des suspensions de Grok qui se sont multipliées ces derniers jours en Indonésie, en Malaisie. Des procédures judiciaires et administratives ont aussi été ouvertes en France, au Royaume-Uni ou dans l'État de Californie. Il faut dire que cette possibilité de déshabiller de vraies personnes a complètement dérapé. Selon une ONG européenne spécialiste de l'IA, plus de la moitié des images générées par Grok ont fini par représenter des personnes dévêtues. 2% d'entre elles semblaient même être mineures. L'engagement pris par X de bloquer les images sexuelles s'applique donc désormais à tous les utilisateurs, y compris les abonnés payants. La Commission européenne dit rester vigilante à l'application de ces changements et ajoute qu'elle n'hésitera pas à infliger à X des sanctions financières ou même à suspendre le réseau social. Dans son communiqué, la plateforme d'Elon Musk précise que ces mesures ne s'appliquent que dans les juridictions qui l'y contraignent. Voilà, donc Elon Musk n'aime pas faire machine arrière, mais là, la pression était trop forte. Est-ce que c'est un non-sujet, cette histoire-là, à votre avis, ou pas ? Isabelle, qu'en penses-tu ? En fait, il y a un sujet qui est très intéressant, qui est, on va dire, la pornographie d'une manière générale, les sites adultes, dans le développement et la propagation des nouveaux médias et des innovations. En fait, à chaque fois qu'il y a une innovation en termes de médias, à chaque fois, il y a de la pornographie d'une manière ou d'une autre. Et ça remonte même à Gutenberg. Au tout début, il n'y avait que les moines qui écrivaient et qui imprimaient et qui transmettaient du savoir. À partir du moment où on a pu imprimer, est apparu des feuilles de chou sur, paraît-il, des postures, etc. Ensuite, il y a eu le téléphone, le Minitel, où il y a eu énormément de choses. Et puis après, moi, quand j'étais chez Yahoo, je peux vous dire que... Le Minitel, c'était assez pixelisé. Le Minitel, c'était assez... Mais il y avait de l'interactivité. Il y avait de l'interactivité, il y avait les services. Non, mais bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a eu les cassettes VHS qui étaient aussi... Voilà. Et puis, il y a eu les premiers sites Internet. Que de souvenirs, Isabelle. Je ne sais pas, mais... Non, de la VHS, attention. Je parle de la cassette VHS. Et puis après, il y a eu Internet. Et dans les années 95-96, à l'époque où j'étais effectivement chez Yahoo, je peux dire qu'effectivement, le premier mot-clé tapé, c'était quand même sexe dans toutes les orthographes possibles et inimaginables, et que le premier mot qu'il a détrôné, c'était Lady Di au moment de sa mort. Donc on était en 97. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, à chaque fois, et l'IA aujourd'hui marque une vraie rupture, la pornographie se propage avec ces nouveaux médias, invente des nouveaux modèles. Et donc ça demande une vigilance absolument très importante de la part des médias, puisque, regardez, Grok a été lancé et immédiatement, ça a été propagé. C'est-à-dire, vous pouvez effectivement déshabiller la fille qui est en face de vous dans le métro et tout d'un coup la faire héroïne du film porno que vous pouvez inventer avec une IA. Donc, il y a un sujet... ça n'allait pas jusque-là, quand même. Alors là, non, mais en fait... Là, c'était en fait, on disait à Grok, déshabille cette photo. Enfin, la personne qui est sur cette photo et cette personne... Mais c'est la partie immergée de l'iceberg. Et c'est la partie immergée de l'iceberg. Et donc, en fait, ce qui est terrible, c'est que lorsque vous êtes effectivement derrière un téléphone, derrière une IA, vous travaillez en
pleine impunité, vous n'avez plus de barrière sociale, vous n'avez plus de barrière éducative. Et donc, vous pouvez avoir une violence qui s'instaure qui n'est pas acceptable dans une société démocratique occidentale. Et donc, je pense que ce n'est pas du tout anodin, que les prises de position des différents États sont absolument essentielles et qu'il faut protéger l'ensemble des citoyens, et notamment les plus jeunes, de ce type de produits. Alors effectivement, c'est peut-être les fantasmes d'Elon Musk, mais je pense qu'il faut protéger les Européens de ce type de Alors Elon Musk lui-même s'est amusé, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il a pris une photo de lui et il a dit « déshabille cette photo ». Déshabillez-moi. C'est un peu ça. Et on l'a retrouvé en string. Enfin voilà, c'était relativement amusant. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu sulfureux de Grok qui ressort là-dedans. Mais c'est vrai que les débordements sont vite arriés, Jérôme. Mais en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'en parle que maintenant, parce que Grok, ça fait plusieurs années que c'est lancé. Dès le départ, il y avait avec Taylor Swift, je me rappelle, on avait publiquement dénoncé ça. On pouvait déshabiller Taylor Swift et finalement, c'était un peu retombé. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, c'était pendant les vacances, pendant les fêtes, tout le monde s'est mis à faire ça. Pas tout le monde, mais certaines personnes, en tout cas, s'est mis à faire ça. Mais c'est vrai que, de toute façon, on le sait, depuis que Elon Musk a dit que Grok, il est subversif, il fait ce qu'il veut et qu'il ne veut pas de régulation. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il revient en arrière, mais il est un peu obligé parce que finalement, là, on tombe sur le coup de la loi, vraiment, enfin, voilà, les images pédopornographiques, par exemple, on ne rigole pas trop avec ça, notamment aux États-Unis. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que, je sais pas, mais aux États-Unis, il y a quelques mois, il y avait un projet de loi qui a été passé pour que pour que les victimes de deepfake puissent attaquer les gens qui font des deepfakes. Ça n'était pas passé. Et là, maintenant, c'est revenu sur le devant de la table et ça va peut-être passer. C'est-à-dire que potentiellement, on pourra attaquer Elon Musk, enfin Grok ou X, pour avoir des photos de deepfake. Donc là, il a été obligé parce que ça avait pris une ampleur un peu importante. Mais ce qui va être intéressant de voir, c'est que ce qui va se passer maintenant, parce que une fois que c'est passé, l'attention médiatique est-ce qu'il n'y aura pas des class action? Est-ce que il va pas et se surtout, retrouver... est-ce que moi, je pense qu'on va arriver à un moment où, notamment en Europe, entre X et la Commission européenne, ça va clasher parce que avec la désinformation, avec l'IA, il y a un moment où ça va mal finir. Puis ça risque de rejeter l'IA. Ça fait partie de ça aussi. Il peut y avoir ce risque un jour. Est-ce que vous voulez rejeter Spotify aussi? Parce que ça sera notre dernière news. Spotify, c'est bien sympa, mais ils ont pris, je sais pas, ils ont contracté le virus de l'augmentation régulière. C'est arrivé aux États-Unis, $1 de plus. Il y a l'Estonie aussi, je crois. Enfin, il y a pas mal de pays qui ont été annoncés. Et je pense que ça va arriver en France. Et je vous rappelle que moi, je suis abonné à Spotify, je paye 12,14 € tous les mois, alors que Apple est à 10 € et quelques, en fait. Donc, ils ont augmenté aussi. Tout le monde augmente de toute façon. Oui, mais j'ai l'impression que Spotify est toujours un petit peu plus cher que les autres. Celui qui est plus cher, c'est Deezer, je pense. C'est Deezer? Oui. En tout cas, c'est Deezer qui a lancé la mode des augmentations, mais ça va continuer. Spotify il a été très clair sur ça. Les augmentations, ça va se poursuivre. Il faut dire pendant des années. Mais jusqu'où et jusqu'à quand? Et puis il y a cette fatigue du porte-monnaie aussi. C'est-à-dire que si Netflix augmente tous les ans, Spotify, c'est le cas d'ailleurs. Oui. Et Netflix, c'est plus cher d'ailleurs. Bien sûr. C'est 14 €, je crois, l'abonnement moyen de Netflix. Vous avez tu commences, Isabelle, à 5,99 €, je crois, pour la version et puis ça va jusqu'à 21 ou 22. Et si tu prends la version premium avec 4 comptes, etc., là, on dépasse les 20 €. C'est sûr, c'est certain. Mais s'il n'y avait que Netflix et Spotify, mais Disney Plus augmente, tous les services de streaming augmentent. Et puis si tu aimes le foot, tu es obligé de payer plein d'abonnements. Voilà, c'est ça. Mais après, il faut payer les ayants droit. Il faut payer les ayants droit. Ça, c'est effectivement un sujet. Il faut payer les ayants droit. Et aujourd'hui, il y a un vrai sujet aussi, c'est le débordement des catalogues avec des l'IA, c'est-à-dire de la musique qui est créée de manière avec des prompts, enfin d'une manière totalement différente. Donc, ce qui demande aussi d'investir dans des capacités techniques pour pouvoir comprendre, identifier et bien cataloguer. Maintenant, Spotify, je trouve, pour moi, est une société absolument emblématique. On ne dit pas assez que c'est une société européenne, une société suédoise. C'est une société qui gagne aujourd'hui à peu près 15 milliards de dollars, qui est à l'équilibre depuis 2 ou 3 ans et qui n'a cessé, en fait, de renouveler son modèle économique, de lancer des nouveaux produits, de maintenir à chaque fois sa position de très grande qualité de produits et de leadership sur le territoire européen, mais aussi international. Son prix augmente.
Mais effectivement, c'est encore en deçà de Netflix. Donc, je trouve que... De toute façon, il faut qu'ils stabilisent leur rentabilité, il faut qu'ils poursuivent des investissements. Absolument. Et là, le seul moyen, les abonnements augmentent un peu, mais il faut... le nombre d'abonnés augmente un peu. Ils sont à 300 millions, je crois. Quasiment 300 millions. Ouais, quasiment 300 millions. Le meilleur moyen, c'est quand même d'augmenter légèrement. Alors, et puis, tout le monde se dit, $1 de plus. Et, puis, et les autres entreprises font la même chose. Donc, après, tu n'as plus cette... tu dis, tant pis, je vais aller diviser par 2 mon prix et aller chez les autres. Jérôme, le mot de la fin. Pour finir, pour aller encore plus loin, l'industrie de la musique, notamment le patron de Sony Music, demande lui qu'on arrête les offres gratuites. Et donc ce qu'il dit, c'est que dans les pays européens, les pays aux États-Unis, on donne la musique gratuitement et ça rapporte pas assez d'argent avec la publicité. Et comme les gens peuvent payer, et bien lui, ce qu'il préconise, c'est qu'il y ait plus d'offres gratuites, qu'on ait un peu comme le Netflix où on a de la publicité pour payer, on paye. Et donc ça. Pour l'instant, Spotify et tous les autres résistent, mais un jour, peut-être que les offres gratuites, elles n'existeront plus, ou alors elles seront beaucoup moins importantes, beaucoup moins... Alors qu'elles ont tendance à être de plus en plus généreuses, les offres gratuites. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en fait, avant, on ne pouvait pas réécouter la même chanson, maintenant on peut le faire, etc. On peut choisir la chanson sur Spotify, ils ont changé ça. Et là, juste une dernière chose, on se demande pourquoi Spotify a augmenté les prix aux États-Unis, et puis Lettonie, Estonie. Puis je pense que, États-Unis, c'est le plus gros marché, et puis Lettonie, Estonie, c'est pour, comme tu disais, ça va arriver en France, c'est pour tester, pour voir ce qui se passe. Un peu comment ça et notamment qu'en France, on paye un petit peu plus cher, puisque en fait, il y a cette fameuse taxe de, je ne sais plus quoi, des droits d'auteur, enfin des trucs comme ça. Oui, mais on peut écouter Daniel Balavoine, même 40 ans après ça. Mais l'exception culturelle française. Ah là 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 là. Moi, j'ai trop écouté Balavoine, j'en peux plus. Je vous le dis. Ah oui, c'est vrai que t'es pas un fan. Non, j'ai trop écouté Balavoine. Et respect, bien évidemment. Mais là, on s'éloigne un petit peu quand même de la thématique tech. Isabelle Bordry, merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Isabelle Bordry, donc fondatrice de Retency. Merci à Jérôme Marin. Merci. Fondateur de Café Tech. Et n'hésitez pas à vous abonner à sa newsletter. Et merci à Frédéric Simotel. Encore une demi-heure de Tech & Co avec au sommaire pour notre dernière partie. On va s'intéresser là aussi à une belle réussite française, c'est Back Market qui cartonne. Alors on va parler de conditionner et puis aussi de la nouvelle offre de Back Market puisque ça arrive chez les opérateurs télécoms, chez Bouygues Télécom dans les boutiques directement. Et puis on découvrira une start-up qui a inventé un système de batterie externe pour voiture. En 2 minutes, paf, vous changez de batterie. C'est imbattable. Bon, après il faut voir comment ça fonctionne. La boîte s'appelle Far A Day. Ils seront là tout à l'heure sur le plateau de Tech & Co. Et puis juste après cette petite pause, c'est Léa Belliami qui nous rejoint bien évidemment pour le Tech Flash. Merci d'être là. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, 20h34 sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Avant de recevoir la directrice générale de Back Market, comme chaque soir, il est temps de se plonger dans l'actu tech du jour. C'est le Tech Flash et c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, AWS lance son cloud en Europe dit souverain. Sur le principe, il s'agit d'une infrastructure conçue pour fonctionner en totale autonomie vis-à-vis des États-Unis. Concrètement, seuls les résidents de l'Union européenne et présents physiquement sur le territoire auront accès au système. Le projet s'accompagne au passage d'un investissement de presque 8 milliards d'euros en Allemagne. Au chapitre des résultats d'entreprise, TSMC termine l'année sur des sommets. Le géant taïwanais des semi-conducteurs a publié ce matin un bénéfice net en hausse de 35% sur un an. Une performance portée par la très forte demande liée à l'intelligence artificielle. TSMC qui relève d'ailleurs à la hausse ses prévisions d'investissement pour l'année 2026. Également dans l'actualité Léa, OpenAI qui lance ChatGPT Translate. Et oui, un outil de traduction avec une interface sur mesure disponible dans plus de 50 langues et gratuit. ChatGPT était capable de traduire des textes, mais désormais la fonctionnalité devient un produit à part entière, avec en plus la possibilité de choisir son style de langage, formel, professionnel ou encore familier, un concurrent direct de Google et son outil très populaire de traduction. Et puis Nothing a annoncé ce matin une augmentation des prix de ses téléphones pouvant aller jusqu'à 30%. Une hausse que le constructeur britannique attribue directement à la pénurie de RAM, la mémoire vive qui représente jusqu'à 10% du coût d'un smartphone et dont les prix flambent depuis plusieurs semaines. Une tendance qui pourrait toucher l'ensemble des fabricants dans les mois à venir.
Et enfin, on termine avec un anniversaire Wikipédia qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Lancé le 15 janvier 2001, le site fait aujourd'hui partie des 10 pages web les plus consultées au monde, avec 65 millions d'articles dans plus de 300 langues et 250 000 contributeurs bénévoles. Un succès qui, en un quart de siècle, a dépassé toutes les attentes. Ce pilier d'Internet qui doit néanmoins apprendre à se réinventer. Son trafic a baissé de 8% depuis l'arrivée de ChatGPT. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur le site de BFM Business pour un nouvel épisode de Tech & Co Business avec Frédéric Simotel, une émission dédiée au CES de Las Vegas où nous étions la semaine dernière. Le moment de faire un bilan de cette édition 2026. On écoute un extrait. Justement, je reste un instant sur cette partie santé. Toi, il y a une entreprise que tu aimes bien qui s'appelle SkinMed, c'est ça ? Oui, exactement. Qui est française. Hein. Qui est le petit coup de cœur du CES de 2026, qui est sur le pavillon en effet de Business France. Dans SkinMed, en fait, ils ont un dispositif pour permettre de faire des évaluations de la peau. Et donc, en fait, ils équipent des pharmaciens avec un dermascope, donc une petite caméra par-dessus le smartphone qui permet de prendre des photos de la peau. Donc, ça prend moins de 10 minutes chez le pharmacien pour moins de 20 €. Et ce qui m'expliquait, c'est qu'apparemment, il y a près de 6% des personnes qui vont se faire tester comme ça, qui vont découvrir une condition grave de la peau, y compris des cancers de la peau. Et en fait, voilà, c'est vrai que c'est compliqué parfois de prendre un rendez-vous chez le dermatologue, ça peut être anxiogène, etc. Et donc là, c'est aussi une grande tendance du CES, c'est ce qu'on appelle la consumérisation de la santé. Et justement, ce qui est important aussi, c'est que l'intelligence artificielle va permettre de décrypter ces données. Parce que sinon, pour le commun des mortels, ça peut être un peu trop de données. Et en fait, là, l'intelligence artificielle permet de décrypter qu'est-ce que concrètement vous devez faire. Oui. Et ça, je pense que c'est aussi une vraie avancée par rapport aux données grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, et pour retrouver cette émission et toutes les émissions qu'on a pu réaliser depuis le CES de Las Vegas, eh bien vous allez sur la plateforme de BFM Business, sur RMC, BFM Play ou sur la chaîne YouTube de Tech & Co. 20h38, comment se porte le marché du reconditionné ? Plutôt bien, on va en parler d'ailleurs avec l'un des leaders du marché Back Market. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. J'ai dit l'un des leaders, mais en toute simplicité, c'est le leader, m'a soufflé Charlotte Soulot, qui est avec nous sur le plateau Tech & Co. Bonsoir Charlotte. Bonsoir François. Vous êtes la directrice générale France de Back Market. Vous avez, alors déjà une femme dans la tech, ça fait plaisir, parce qu'il n'y en a pas énormément. Et vous avez un parcours vraiment dans le retail intéressant. Vous avez travaillé chez Decathlon, chez Carrefour, chez Aramis Auto aussi. Et vous voilà donc la patronne de la France de Back Market. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel, carte d'identité de Back Market aujourd'hui, à la fois en France mais aussi à l'international ? Oui, alors Back Market, c'est une marketplace circulaire qui vend des produits électroniques reconditionnés. Ces produits, ça va être des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, enfin bref, un peu tout ce qui équipe votre quotidien au travail ou à la maison. Ces appareils, ils ont eu une première vie et ils sont passés dans les mains de reconditionneurs qui les ont vérifiés. Selon un pacte qualité avec des points de contrôle. Ils les ont nettoyés, réparés si besoin, avant de les remettre en vente. Cette marketplace, aujourd'hui, elle est présente dans 17 pays. Nous avons 1700 reconditionneurs qui œuvrent sur la plateforme. Et derrière ça, on a aussi 700 collaborateurs chez Back Market. Quand vous dites marketplace, ça veut dire que par exemple, je vais sur un site qui est autre que Back Market. Vous allez vendre ces produits sur ce site autre en marketplace, en fait, c'est ça ? Non, c'est des vendeurs reconditionneurs qui vendent leurs produits sur notre site. C'est l'inverse, en fait. Voilà. On est un peu le supermarché online du reconditionné. On ne vend que ça. Et évidemment, il faut plusieurs acteurs pour tout ça. C'est un gros marché aujourd'hui, le marché du reconditionné ? Oui, c'est un marché qui est surtout en plein essor. En fait, il faut savoir qu'il y a 10 ans, le mot reconditionné n'existait même pas dans le dictionnaire. Et ce marché, on l'a fait grossir, on l'a structuré aussi. Il faut imaginer que c'était un peu, si on prend l'analogie du football, un peu un match de quartier sur un terrain vague, sans règles, avec des tacles dangereux. Et nous, on est arrivé, on a créé un peu la Ligue des champions du reconditionné. On s'est imposé un peu comme l'arbitre central. Alors, on ne joue pas le match, parce que nous, on ne vend pas, c'est nos reconditionneurs,
mais on établit les règles, des règles strictes. On a mis aussi des filets de sécurité pour que l'expérience soit la plus fluide pour le client et surtout qu'elle crée la confiance. C'est ça l'enjeu central dans ce marché, c'est de créer la confiance. Et créer la confiance, ça veut dire que vous surveillez de manière drastique tous vos fournisseurs, enfin en tout cas tous les partenaires avec lesquels vous travaillez. Tout à fait. Parce que c'est vrai que vous le disiez, ça a été un petit peu entre guillemets, le foutoir au début. Ouais, c'était le Far West de l'occasion en fait. Et on a structuré ce marché avec des règles très, très strictes. Déjà, qu'est-ce que vous imposez par exemple à l'un de vos partenaires qui vend des smartphones sur Back Market, par exemple? Alors déjà, pour rentrer sur notre plateforme, il faut savoir qu'on en accepte que 1 sur 3 qui se présente à nous. Il va devoir montrer patte blanche avec tout un tas de documents, un process de KYB assez exigeant. On a l'un des process les plus exigeants du marché d'ailleurs. Ensuite, quand il va commencer à vendre, sa qualité va être auditée en continu par rapport à notre pacte qualité. On a des algorithmes qui détectent ça en permanence et au moindre problème qualité, c'est carton jaune. Ça va être exclusion temporaire sur la catégorie de produits, voire exclusion définitive si la problématique n'est pas rectifiée très rapidement. Donc, ça vous arrive souvent, ça ? Non, ça reste marginal. Mais en tout cas, on est très, 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 très vigilant pour garantir cette haute qualité à nos clients. Quels sont les dérapages que vous avez vécus, par exemple ? Les dérapages ? Ouais. Les dérapages, ils restent, je vous le dis, marginaux. Ça va être, on est plus sur du où est mon produit, par exemple, ou ah d'accord, j'ai pas reçu mon produit, c'est ça ? Ça peut arriver, ça, voilà, mais ça reste marginal par rapport aux milliers de commandes qu'on fait par jour. Mais des problèmes de qualité-sécurité, généralement, on les détecte très tôt en amont. On a un lab innovation et de qualité à Bordeaux et à New York, dans 2 de nos bureaux, qui auditent très régulièrement nos vendeurs avec des commandes mystères. Donc vous commandez des téléphones de tel ou tel vendeur et vous faites le client secret, quoi. Le client mystère, voilà, et on ouvre, voilà, on fait la chirurgie pour voir un peu quelles ont été les pièces utilisées, quels ont été les process de reconditionnement aussi utilisés, et afin de garantir toujours une harmonisation pour la qualité auprès de nos clients. Aujourd'hui, Back Market, c'est vraiment le reconditionné de l'électronique d'une manière générale. Oui. C'est plus que le smartphone, c'est aussi les tablettes, les ordi, etc. Enfin, on trouve beaucoup de choses. C'est toujours le smartphone qui est le number one aujourd'hui ? Toujours le smartphone qui est le number one. On va dire que c'est à peu près 60% du mix de vente. Okay. Mais de plus en plus, on diversifie un peu nos catégories de produits. En fait, les Français qui ont eu confiance sur le smartphone, maintenant, on voit que l'adoption, elle est grandissante sur les autres marchés. Okay. Alors, en premier lieu, on voit les ordinateurs et les tablettes. Et là, ce qui est en train d'exploser en ce moment, c'est tout ce qui est robots ménagers. Les robots de cuisine, les Thermomix, par exemple, les air fryers, Ninja, etc. Ça, c'est en plein essor. La beauté aussi, les lisseurs de cheveux, plein de petits... Mais comment vous récupérez tous ces produits ? Parce que autant le smartphone, c'est quand même... assez structuré, c'est-à-dire que souvent mon opérateur me propose d'acheter un nouvel iPhone, je prends cet exemple-là, je ramène l'ancien iPhone et en échange et en rajoutant un petit peu d'argent, je vais avoir le nouveau. Le air fryer, comment faites-vous pour récupérer ces machines-là ? Alors c'est pas nous c'est nos marchands reconditionneurs, comment ils se sourcent. Alors ça peut être effectivement auprès des opérateurs téléphoniques pour les smartphones, ça peut être auprès des fabricants. Les marques en fait qui vont récupérer des retours ou des produits qui doivent être réparés. D'accord. Et qui vont d'ailleurs pour certains opérer eux-mêmes le reconditionnement de leurs produits, mais qui vont vendre sur notre plateforme pour pas cannibaliser leur vente de neuf. Donc on peut avoir une marque réputé qui va vendre son refurbish, comme on dit. C'est le cas justement avec Ninja, avec Dyson. On a des partenariats comme ça avec plusieurs marques. Et ça rassure bien évidemment les clients. Ça rassure les clients, tout à fait. Apple est toujours le number one en termes de smartphone aujourd'hui ? Oui, nous on vend majoritairement des produits Apple en effet. Pourquoi ? Parce que plus c'est premium, plus il y a un modèle économique de reconditionnement en fait derrière qui permet aux reconditionneurs aussi de vivre. Donc c'est vrai pour Apple, mais c'est vrai aussi pour d'autres marques que je vous ai citées. Thermomix en est aussi un bon exemple. Alors ce qui est intéressant, et vous êtes là aussi ce soir pour nous parler de ce partenariat avec Bouygues Telecom, puisque c'est une première mondiale. Vous allez en fait mettre en rayon, en magasin, des smartphones reconditionnés. En fait. Alors oui, en fait, on est en partenariat avec Bouygues Telecom depuis maintenant plus d'1 an. On vend leur forfait téléphonique sur notre plateforme. En fait, très concrètement, quand vous achetez un smartphone, vous pouvez aussi prendre un forfait Bouygues en même temps
et sur backmarket.fr. Et donc, je reçois mon téléphone et ma carte SIM. Tout à fait. Et depuis peu, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on on a lancé un nouveau volet de ce partenariat. C'est l'arrivée de Back Market dans les 500 boutiques de Bouygues Télécom. 500 boutiques dans plus de 400 villes. Donc c'est une expansion un peu minute, parce que voilà, à l'instant T, on a pu comme ça déployer 500 boutiques. Ça, c'est assez extraordinaire. Et ce qu'on vient Surtout offrir, que c'était pas votre métier, ça. Enfin, c'était pas notre métier. Aller dans le physique pour Back Market. Tout à fait. Nous, on a construit une présence très solide online. Oui, voilà, on fait c'est plus ça. de 3 milliards. C'est-à-dire que là, je rentre dans une boutique Bouygues Télécom, je prends mon abonnement ou je renouvelle mon téléphone, je vais avoir un choix de smartphone reconditionné signé Back Market. Exactement. En fait, là, on amène le meilleur de la tech reconditionnée par Back Market, c'est-à-dire l'hyper choix. On propose plus de 2000 références des grandes marques, Apple, Samsung, etc., au prix du reconditionné, c'est-à-dire jusqu'à 70% moins cher que le neuf. Et avec le conseil des conseillers de Bouygues Télécom, il y a plus de 2000 conseillers dans ces 500 boutiques. Et ça, c'est ça qu'on vient offrir en fait. On ne vient pas offrir du choix sur une étagère. Non, on vient offrir une expérience de conseil où le conseiller Bouygues Télécom, il va, face à son client, écouter un peu quel va être son usage, quel va être son budget, quelles vont être ses préférences en termes de couleur, de stockage, etc. Et vis-à-vis de ce besoin, il va identifier sur sa tablette le meilleur modèle pour le client qu'il livrera en moins de 48 heures au domicile du client. L'actualité tech prédit une explosion des prix des produits high-tech cette année, en 2026, du fait de l'augmentation du prix de la RAM, vous savez, de la mémoire vive. Ouais. C'est plutôt une bonne affaire pour vous, parce qu'en fait, les gens vont plutôt se retourner encore plus vers le reconditionné, parce que là, il n'y aura pas cette répercussion de cette hausse des prix, non ? Exactement. En fait, de toute façon, là, nous, on s'évertue à lever un à un les verrous qui enfermaient les clients dans la spirale du neuf, et toutes ces nouvelles sont bonnes pour favoriser l'adoption du reconditionné. Sur le marché du smartphone, aujourd'hui, c'est 36% de pénétration du reconditionné par rapport au neuf. Et aujourd'hui, Back Market, c'est le premier vendeur de smartphones online en France, devant les acteurs du neuf. Ça montre bien qu'il y a un marché qui est en train d'éclore et qu'il y a un besoin en face. Un besoin d'accessibilité prix, et un besoin aussi de faire un geste peut-être plus engagé aussi pour la planète. Et bien voilà, Charlotte Soulot, directrice générale France de Back Market. Merci d'être passée par le plateau de Tech & Co. Charlotte. À bientôt. À bientôt. Et 20h48, direction tout de suite la rédaction du site BFM Tech. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Salomé Ferrari nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Journaliste à BFM Tech. Attention, ce n'est plus... Tech & Co, j'allais me tromper du coup. Voilà, maintenant c'est le site BFM Tech pour suivre toute l'actualité tech chez nous. Alors, il peut plier le linge et même faire la vaisselle, c'est pas BFM Tech qui fait ça. Non, lui c'est Neo. C'est un robot humanoïde de la société 1X ou 1X. Il n'est pas encore commercialisé, pourtant OpenAI, qui soutient la start-up, cherche déjà à le rendre plus performant. Salomé, est-ce qu'on sait comment OpenAI compte s'y prendre ? Oui, tout simplement en développant des robots autodidactes. Alors pour ça, il mise sur le World Model, donc modèle mondial en français. Ce sont des modèles qui permettent de comprendre le fonctionnement du monde réel à l'aide d'images et de vidéos. En fait, plus traditionnellement, les robots, ils sont entraînés avec des modèles vision, langage et action. Donc ils se servent de la perception visuelle et de la compréhension du langage naturel pour générer les actions. Le problème, c'est que c'est très très lent. Il faut des milliers et des milliers d'heures pour générer une seule action, très simple pour l'homme. Et c'est là que le World Model a un avantage de taille, c'est qu'il va utiliser une combinaison de vidéos et d'instructions pour doter Neo de nouvelles capacités. Donc au total, le modèle repose sur pas moins de 14 milliards de données, dont 900 heures de vidéos. Et ça lui permet justement d'apprendre à réaliser des tâches sur lesquelles il n'a pas été entraîné. Un exemple concret pour essayer de mieux comprendre, c'est que par exemple, un robot classique, s'il a appris à déplacer une pomme dans une assiette, il ne va pas réussir à déplacer, une pomme de terre dans une casserole. Alors que Neo, lui, avec le World Model, justement, il a appris simplement à déplacer d'autres objets, donc même s'il n'a jamais vu de pomme de terre, il va pouvoir récupérer, répéter en fait ce geste. Avec d'autres objets. Donc en gros, ce robot est capable d'apprendre par lui-même, c'est ça ? C'est ça, c'est un petit peu l'idée. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il suffit au robot de regarder une seule vidéo pour faire toutes les actions. Si on lui montre comment garer une voiture, il ne va pas réussir à faire un créneau du premier coup. En revanche, il va réussir à tenter l'action, pas forcément la réussir parce que pour le moment, il est centré sur des actions très simples. Donc, par exemple, faire une poignée de main ou mettre des toasts à griller. Donc tu l'as compris, c'est une belle avancée. Mais bon, il faut encore un petit peu l'améliorer. Donc la prochaine étape de 1X et d'OpenAI, c'est de faire comprendre à Neo des tâches plus complexes pour vraiment le rendre autonome dans la maison.
Un robot qui nous fait les tartines de pain grillé le matin, moi je dis pas non. Le rêve. Hein Après, $20 000 le rêve. Ouais, ça fait cher le rendement de la tartine. Là. C'est sûr. C'est clair. Merci beaucoup Salomé. Si vous voulez en savoir plus sur ce robot One X, c'est sur le site de BFM Tech. 20h50, on va parler d'automobile et d'électrique avec mon invité maintenant. Tech & Co, la quotidienne, la start-up. Arthur Dard nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Arthur. Bonsoir François. Vous êtes le président de Faraday, c'est comme ça qu'on prononce ? C'est ça. C'est Faraday bien évidemment, hein, le jeu de mots. Et Faraday invente en fait une batterie externe pour les voitures électriques. Expliquez-nous un petit peu ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est ça. On a parlé de téléphone portable à l'instant. Oui. Et de reconditionner notamment. De reconditionner. Et nous, on permet de donner une deuxième vie aussi à des véhicules dont la batterie faiblirait ou des véhicules neufs dont le client considère qu'elle est trop faible pour des longs trajets, ce qu'on peut comprendre. Et ce que l'on propose, c'est la batterie externe pour le véhicule. On part de chez soi avec sa propre voiture, comme toujours, une voiture thermique, qui correspond à son besoin du quotidien, 50, 100 km, c'est le quotidien. Et au début de l'autoroute, on va s'arrêter dans une de nos stations. Et là, le Faraday va se connecter tout seul. On reste au volant en moins de 2 minutes sur la voiture. Et on va tracter du coup une batterie, puisque une batterie qui donne 300 km d'autonomie, c'est 300 kg. Ça ne va pas sur le toit, ça ne va pas sur le siège arrière. On va la tracter sur le trajet. Et puis, avant de quitter l'autoroute, avant de quitter la voie rapide, on va s'arrêter 30 secondes dans une autre station où la batterie, le Faraday, va se charger aux heures creuses, lorsqu'il y a du soleil, lorsque le réseau a besoin, pour attendre le prochain client. C'est assez ingénieux, votre système. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir une remorque batterie qui va se plugger toute seule à la voiture. C'est ça. Dès que j'arrive dans un lieu, en fait. C'est ça. Donc, vous ne l'avez pas chez vous, vous ne l'avez pas à destination, vous n'avez pas à le garer ou à le stocker chez vous. Et sur le trajet, pendant 100, 200, 300 km, vous avez un système de batterie externe qui recharge le véhicule pendant que vous roulez. Alors, cette batterie externe recharge la batterie principale qui elle-même fournit l'électricité au véhicule, ou est-ce qu'elle bypasse la batterie principale et va alimenter le moteur ? En fait, c'est un petit peu les deux. On fournit l'énergie, on peut récupérer l'énergie dès qu'on freine, mais en fait, elle joue le rôle des moteurs des roues. Lorsqu'ils freinent, ils réinjectent de l'énergie dans la batterie. Et c'est ce qu'on fait. Donc, vous avez la possibilité de recharger votre batterie et d'arriver finalement sur le week-end dans une maison où vous avez passé le week-end. Vous n'avez pas à aller vous recharger. Vous aurez chargé en roulant et vous pourrez repartir sans avoir à cherché une borne de recharge ou une solution de recharge sur le week-end, par exemple. Alors, petite question sur le côté pratique. Quand ma voiture arrive sur une aire d'autoroute ou sur une station-service, comment cette petite batterie roulante va détecter la voiture, va se connecter devant ? Vous savez que les systèmes de plug d'électrique, il faut appuyer sur un bouton, il faut du manuel quand même. Comment ça va marcher là ? Il n'y a aucune action manuelle. Comme un aspirateur domestique qui peut se connecter tout seul. En pratique, vous avez installé un attelage, l'attelage Faraday, qui est à la fois un attelage totalement standard. Ah d'accord, donc il faut préparer la voiture. Alors oui, il faut préparer la voiture. On a l'attelage mécanique pour connecter, mais cet attelage, il est standard. Il est connecté à la batterie. Vous pourrez tracter n'importe quelle remorque avec, mais il est aussi connecté à la batterie. Sur les attelages, il y a une petite prise pour les clignotants, les feux de stationnement. Là, on a une prise spécifique qui va se connecter sur la batterie pour charger en roulant. Donc ça, c'est une opération à faire avant. Ça peut être fait par le distributeur de véhicules d'occasion, par le vendeur de véhicules neufs ou tout un chacun qui peut aller dans un de nos garages partenaires pour installer l'attelage. Et puis, lorsqu'on a réservé son trajet, on a la certitude d'avoir la solution, ça a été peut-être une crainte pour certains pour les vacances d'hiver, de trouver une borne pour recharger sur le chemin des Alpes. Eh bien, cette fois, on réserve à l'avance, on est certain d'avoir le Faraday qui nous attend et de pouvoir rouler l'esprit tranquille. Alors, vous en êtes tous. C'est vrai qu'elle est séduisante, mais elle nécessite énormément d'investissement. On est d'accord. Ça veut dire qu'il faut des stations ou des lieux sur les autoroutes, en tout cas des lieux clés stratégiques, où l'on puisse passer pour récupérer une batterie. Ça veut dire beaucoup de batteries, ça veut dire beaucoup d'installations. Vous en êtes où ? Alors, paradoxalement, ça demande peu d'investissement à l'échelle de la voiture électrique. Parce que nos stations, là on voit une station, 50 places, 25 Faraday du coup en moyenne. Mais pour démarrer, il suffit de 6 Faraday, 3 places de parking, une petite connexion électrique, puisqu'on a des batteries, on va charger gentiment, et on n'a pas besoin d'être sur des emplacements premium à proximité d'un restaurant qui sont chers. Donc le déploiement des stations est très peu onéreux. Et comme on passe sur son trajet
uniquement sur les grands axes, avec 30 stations, on est capable de couvrir 80% du flux longue distance. Alors, le déploiement d'une solution nationale qui couvre 100% des besoins de environ 5 000 Français, c'est de l'ordre de 25 millions d'euros. Ah oui. 25 millions d'euros, avec 500 Faraday. Et ça, c'est la marge qui rend 100% des trajets immédiatement compatibles, totalement compatibles. Après, il faut augmenter la taille des stations, augmenter le nombre de Faraday, augmenter la taille des connexions électriques, mais uniquement après que des nouveaux clients ont équipé leur voiture, donc on n'est plus dans la même équation de risque-marché. Quel est le modèle économique ? Le modèle économique, il est de partager ces batteries parmi un certain nombre d'utilisateurs, à mesure qu'ils les louent, et de vendre l'électricité au même prix que la recharge rapide sur autoroute. Il n'y a pas de raison de faire moins cher. Nous, l'électricité, on ne l'achète pas cher puisqu'on charge au bon moment. De vendre à 15 € typiquement la location, donc chaque jour d'utilisation, 15 €, c'est pour voyager l'esprit tranquille avec une voiture qui ne ferait pas ce trajet de façon confortable sinon. Donc les 300 km coûteraient combien supplémentaires ? Vous avez une idée ou pas ? Tout compris ? Oui, les 300 km, ils vont coûter une quarantaine d'euros, si je ne me trompe pas. Là, je n'ai plus le chiffre exactement en tête. Oui, mais c'est une question que je pense les gens se posent. En fait, c'est le même prix que si vous faisiez le même trajet avec n'importe quelle voiture électrique qui devra charger sur autoroute. Sauf que là, c'est beaucoup plus rapide. Sauf que là, vous pouvez voyager à la fois plus rapidement et avec une voiture. Les voitures mass market, c'est celles qui remplacent les Dacia Sandero, les Clio, les 208. Ce sont des C3 électriques, des R5. Ces voitures sont fantastiques, elles répondent exactement à la taille et à la catégorie de mass market, mais 40 kWh de batterie, c'est l'équivalent d'un réservoir d'essence de 12 litres. Et même plutôt 10 litres quand on est en hiver et que la voiture est chargée. Et là, il faut se projeter dans le fait de proposer aux gens de voyager avec une voiture qui a un réservoir d'essence de 10 à 12 litres. Le sujet n'est pas la vitesse de recharge. Faire un plein d'essence de 10 litres, c'est très rapide. Mais si vous faites un plein tous les 150 km, ça ne va pas marcher. Donc le plafond de verre qu'il y a sur l'électrification des véhicules, il est là. Il est quand on doit adresser le service à des gens qui ont un budget limité, les 2/3, les 3/4 des gens, qui ne vont pas acheter une voiture premium, c'est plutôt même 15% les voitures premium, qui peuvent avoir une grosse batterie, et puis qui doivent faire de temps en temps des trajets longs. Et là, on est sur au moins les 2/3 du marché. Arthur Dard, merci beaucoup. Bon vent à Faraday. Ça s'écrit, Faraday. Et vous en êtes le président. Merci beaucoup. Merci François. Pour terminer ce Tech & Co en ce jeudi soir, merci de nous avoir suivis. Les replays et les podcasts de ce rendez-vous vous attendent bien évidemment. N'hésitez pas aussi à retrouver Tech & Co sur la page YouTube de Tech & Co. Ça vous permet de retrouver toutes les émissions de la semaine tranquillement et la regarder, pourquoi pas, sur votre télé connectée. Et on sera de retour lundi prochain, bien évidemment, dès 19h30. Et puis n'oubliez pas, demain, quasiment à la même heure, ce sera De quoi je me mail, votre rendez-vous tech du week-end que j'ai le plaisir de vous présenter. Salut à tous et très belle soirée sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.